Merci, bonjour tout le monde. Euh, je pense que c'était important de terminer par l'homme, parce qu'on a beaucoup parlé d'environnement, de développement durable, d'architecture, de structure, et évidemment, où sont les gens dans cette évolution? J'ai pas 2 fois 10 minutes, puisque je suis tout seul. Bon, je- dommage, j'ai rêvé 30 secondes. Donc, c'était bien de terminer ces ateliers par l'humain. Le- On m'avait présenté comme un atelier de prospective ce matin. Je vois que par moment c'est tout à fait ça et par moment c'est un petit peu différent. Alors, ben, je vais quand même vous présenter ce que moi j'avais préparé. C'est-à-dire que comme je viens de le faire pour une union d'associations que je préside, un travail prospectif sur qu'est-ce que vont devenir les associations dans les 20 ans à venir et qu'est-ce que la solidarité va devenir, j'ai fait un peu le même travail sur la commande qui m'a été faite. Et donc j'ai développé trois scénarios. Un scénario qu'on appelle noir, qui sera l'aggravation de ce qui se passe aujourd'hui. Un scénario gris, c'est le scénario du compromis permanent. Et vous verrez que on est évidemment dedans et que j'allais pas le voler. Hein. Et un scénario rose qui est celui de l'amélioration, j'allais dire, qu'on peut tous espérer dans 50 ans. Sur le scénario noir, je vais commencer par le noir. Qu'est-ce qui se passe dans 50 ans pour la population? D'abord, ce qui va marquer tout le monde, c'est l'insécurité omniprésente. Il va donc y avoir des dispositifs où à chaque fois, le risque est de rogner sur nos libertés pour respecter cette sécurisation qui va être sans fin. C'est-à-dire que cette sécurité, bien sûr, et Paris est vraiment malheureusement bien placé pour le savoir, mais on voit bien que cet aspect d'insécurité lié aux attentats, lié maintenant à des individus qui évoluent éventuellement de façon solitaire, la réponse est tout de suite sécuritaire et sécuritaire globale, c'est-à-dire pas sécuritaire sur un aspect, elle devient une sécurité globale. Et qui dit sécurité dit en opposé à insécurité, et qui dit en insécurité dit l'identification de l'insécurité. Et aujourd'hui, on voit que l'identification de l'insécurité, c'est être étranger, c'est être musulman, c'est avoir un comportement, j'allais dire, atypique ou en tout cas différent de la norme. Et j'insiste dessus parce que ça va être extrêmement important dans notre évolution sociologique et dans le scénario de l'aggravation. Pourquoi? Parce que en même temps qu'on va avoir cette sécurité, on va avoir une mobilité, et tout le monde l'a dit, qui va s'accroître en termes de rapidité, en termes de propositions, en termes d'échanges. Et donc, plus vous mélangez mobilité et sécurité, plus effectivement, là encore, les populations seront ciblées. Les premiers, je ne vais pas parler que des migrants, hein, parce que ce serait restrictif. C'est une problématique forte et en plus qui est très prégnante aujourd'hui. Mais, et Dominique m'a invité à le faire, je vais aussi parler des pauvres. Je vais aussi parler des jeunes, je vais aussi parler des personnes âgées qui sont en train de s'appauvrir très très fortement. C'est-à-dire tout ce qui va être aujourd'hui en dehors d'une norme dite productive. Il y a le chef de cordée, il y a la cordée, et puis il y a ceux qui sont ni l'un ni l'autre, et on ne parle que... Non, c'est pas bien de faire une allusion comme ça, mais si quand même un petit peu, parce que ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que c'est le contraire de la solidarité, le chef de cordée. C'est tout le problème de la cordée, c'est pas le chef de cordée, c'est le fait d'être liés ensemble et de n'oublier personne et d'être attachés. Or, notre société, c'est exactement ça, le vivre ensemble. C'est être vigilant à ce que personne ne reste sur le bord du chemin. Or, c'est rarement les chefs qui ont ce souci-là, c'est justement la proximité qui le fait. Et
J'ai revu Catherine tout à l'heure, mais j'ai revu aussi plusieurs. J'étais dans la commission, j'ai même présidé la commission de préfiguration Grand Paris sur la thématique de l'habitat. Il y avait 5 ateliers, il y avait la culture, il y avait le transport, il y avait l'économie, je ne sais plus quel était le 4e. Et le 5e, c'était l'habitat. Et quand, au bout d'1 an et demi où on a travaillé très fortement, mais alors tout le monde réuni, le patronat, les syndicats, les entreprises publiques, les entreprises privées, les associations locataires, les associations de jeunes, quand on a rendu notre bilan auprès des élus du Grand Paris, les 4 premiers ateliers se sont passés à peu près gentiment. Ah oui, c'est bien que la culture soit ouverte, etc. C'est bien qu'on développe le transport. Il y avait la bagarre entre Charles Express ou l'amélioration, etc. Mais en gros, c'était ouvert, assez constructif. Et quand je suis arrivé pour présenter la perspective de ce que pourrait être le Grand Paris sur le logement, je me suis fait démonter. Démonté par tous les partis politiques, et sans exclusion, hein, je veux dire, alors plus ou moins gentiment selon la connaissance que j'avais, mais je me suis fait démonter parce que quand on a dit, et c'était pas ce que je disais moi, ça c'était pas grave. En plus, j'étais connoté, j'étais délégué général de la Fondation Abbé Pierre, donc moi, je n'avais qu'un souci que les très défavorisés, et je n'avais pas le souci collectif de, évidemment, c'était présenté comme ça. Mais je me suis fait démonter uniquement parce qu'on a essayé d'expliquer que le problème de l'habitat est le problème fondamental. C'est-à-dire que ce qu'on construit aujourd'hui, moi non plus, j'ai bien compris, je ne sais pas hein, ce qui sera dans 50 ans. J'ai compris qu'il fallait le dire 2-3 fois, je ne sais pas, je ne sais pas. Et par contre, ce que je sais, c'est que c'est ce qu'on construit aujourd'hui qui sera encore sur pied dans 50 ans. Et donc, si on n'est pas capable aujourd'hui d'imaginer, aussi bien en termes d'urbanisme que d'habitat, mais aussi de vivre ensemble, quelle société on veut dans 50 ans, si on ne le fait pas dans les 5 ou 10 ans à venir, si cette métropole, Grand Paris, ou peu importe son nom, ne conçoit pas et n'intègre pas cette problématique de l'habitat, mais aussi de la place de tout le monde, y compris du migrant, on ne s'en sortira pas. C'est-à-dire qu'on passera obligatoirement dans le scénario gris qui est le compromis permanent. Et le compromis permanent, c'est celui qu'on traite aujourd'hui, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Comment on fait? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça peut amener aussi comme nouveaux emplois de services, bien évidemment? Tout le monde pense que c'est une mine d'emplois, le service aux personnes âgées. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'UNIOPS que je préside, toutes les semaines, j'ai une association qui fait de l'aide à domicile pour personnes âgées qui dépose le bilan. Comment on peut comprendre que c'est un emploi d'avenir, que c'est un investissement énorme pour notre société, vu le vieillissement et qui va continuer, et tant mieux, mais déjà de penser qu'aujourd'hui, toutes les semaines, il y a une structure qui se casse la figure parce que les financements ou publics ou les financements des particuliers ne suffisent pas à rendre ce service. Donc, et ça, si on n'y réfléchit pas maintenant, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe aussi, bien sûr, sur la possibilité de développer ce type de service. On va tous avoir un portable, des applications, et on va devenir de plus en plus fainéants. C'est ce qu'on nous a dit ce matin aussi, et j'y crois. C'est-à-dire que pour aller faire ses courses, pour aller descendre ses poubelles, maintenant, on va trouver quelqu'un qui va le faire dans le quartier, dans l'établissement. Éventuellement, il se sera monétarisé, mais on va devenir de plus en plus fainéants. Et évidemment que ce développement peut être un développement de service, donc de travail ou d'emploi, mais ça va être aussi des petits travaux merdiques. Ça va être des choses sans qualification. Et là, de nouveau, on se retournera vers les migrants en disant, voilà, c'est la bonne solution. Et on va revenir à une sorte d'esclavage moderne. Vous avez vu tous comme moi les images sur ce qui se passe en Libye. On pensait plus jamais ça, et on est en train d'y revenir. La traite humaine est extrêmement résurgente de façon, alors malheureusement avec les femmes et des pays de l'Est en particulier, mais là avec des travailleurs africains.
Elle me dit qu'il me reste plus de temps, Dominique. J'aurais voulu dire 2 mots quand même sur le scénario rose, Oui, j'espère. C'était pour t'inviter à rosir. Donc, ce service à la population, s'ils sont structurés, s'ils ne sont pas obligatoirement ubérisés, peuvent être une marge de manœuvre tout à fait intéressante. Le développement urbain, évidemment, et je vous l'ai dit, à la seule condition qu'on invente un outil du type SRU, accepté, validé par tous, qui démontre la mixité. Parce que sinon, on va sur le chemin exactement inverse de la spécialisation des quartiers, de la revalorisation du foncier. Et depuis tout à l'heure, j'écoute avec beaucoup d'intérêt, par exemple, ce qui est fait dans les villes ou dans les centres-villes pour dépolluer, etc. Mais si on dépollue le centre-ville et qu'il n'y a que les riches qui vivent au centre-ville, vous voyez bien que c'est limité comme vision. Cette vision évidemment de développement durable que je partage absolument, elle doit se faire au niveau de toute la métropole, au niveau de toutes les populations, y compris bien entendu les plus modestes et les plus défavorisés. Et donc il faudra aussi passer d'une démocratie verticale à une démocratie horizontale. Je suis gêné d'en parler devant Cynthia, qui est bien plus compétente que moi pour en parler, mais une vraie démocratie horizontale, pas des petits conseils ou des petits avis ou des petites réunions ou on nomme quelqu'un et puis ça y est, on a fait de la démocratie participative. Il faut inventer un autre modèle que la démocratie verticale, parce que si on ne l'invente pas, et c'est ce qui est en train de se développer au niveau national un petit peu, mais surtout au niveau international, c'est le retour de la dictature. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'arrivée des chefs d'État. C'est plus ou moins éclairé, mais c'est pratiquement tous des despotes. Des États-Unis, je ne dirais pas le terme de ce que je pense, mais l'Arabie Saoudite, tout le monde se réjouit d'avoir quelqu'un qui va ouvrir, qui va laisser de la place aux femmes, mais sa conception, c'est une conception même éclairée, mais totalement despotique. Et tous les pays, c'est comme ça. Et le risque, c'est d'avoir, y compris à cause de l'insécurité, le même choix qu'on aura dans 50 ans, d'avoir un leader, ou homme ou femme, qui soit une sorte de despote parce qu'on aura besoin de sécurité. Et donc je terminerai sur les migrants en vous donnant j'allais dire le problème de fond. Il faut qu'on arrête de traiter ce problème comme une urgence qui nous tomberait sur la tête. On sait tous d'abord que ça fait des années que ça dure, que ça s'est amplifié et que ça ne se ralentira pas. Tout le monde l'a dit. Or aujourd'hui, on est tout le temps en train de gérer cette problématique-là dans l'urgence. Je vous donne la dernière anecdote parce que c'est celle qui me met le plus en colère aujourd'hui. J'ai accepté il y a 2 ans la présidence d'Adoma, qui est l'ancienne Sonacotra, qui est donc l'accueil des migrants, aussi bien les anciens dans les foyers de travailleurs que les nouveaux migrants. Et ici, à Paris, il reste un lieu que certains connaissent, qui s'appelle la Boulangerie, qui est au nord de Paris, dans le 18e, qui reste le lieu de la honte de la République et de la ville de Paris. Mais en plus, c'est Adoma qui le gère. Je n'ai accepté cette présidence qu'à la condition qu'on modifie ça et qu'on éradique ce lieu qui est un lieu. C'est un immense garage qu'on a transformé en dortoir. Il y en a un de 192 places, l'autre de 176. Je pense qu'il y a à peu près 25 cm entre chaque lit à 2 ou 3 étages et on y accueille tous les soirs 450 personnes. Et donc, j'ai fait valider au président de la République, au Premier ministre, à la maire de Paris, au préfet, que évidemment je ne pouvais pas continuer d'être président de ça et qu'il fallait restructurer. J'ai eu l'accord des 4, président de la République, le Premier ministre, la maire de Paris, le préfet, les 2 préfets, le préfet de Paris et le préfet de région. Et qu'est-ce qu'on me dit il y a 15 jours? Écoutez, on va peut-être pas le faire parce qu'on a tellement de migrants qu'on n'arrivera pas à démolir cette structure et l'humaniser comme vous le souhaitiez. On le fera dans quelques années. Et c'est ce qu'on fait depuis 1954. C'est toujours différer l'effort qu'on a à faire vis-à-vis des défavorisés ou vis-à-vis des migrants en disant on a un problème économique, on est dans l'urgence et il faut faire autrement. Et bien ça, il faut l'arrêter et la prospective permet ça. Je vous remercie.